Bienvenue, bonjour et merci de nous avoir rejoints en cette belle matinée de lundi 20 novembre 2017. C'est Matin d'Éden qui s'installe chez vous et autour de vous. Matin d'Éden, vous le savez, c'est la une des quotidiens qui ne sont pas venus chaque jour. Puis après, le point de l'actualité au plan national, une signature de Samson Oké. Un peu avant lui, Corneille Haïssé nous aurait partagé avec nous les différents titres de la presse écrite locale. Retenez aussi que le Zémidien sera de la partie, le conducteur de mototaxi. Il a non, Wensou Kérékou. Il a 1 an d'expérience. Il se prononce ce jour sur la reprise des activités dans les différents centres de santé publics au Bénin. Passez l'instant, on vous aime. On aura à suivre du verbe, des arguments et des exemples autour de la sortie récente de certains cheminots suite à l'arrêt de la Cour suprême. Force doit rester à la loi. Avec Peggy Ludovic Dagba, qui aura en face de lui Paulin Vissot, il est consultant. Il se prononcera sur ce sujet. Juste après tout ceci, on va suivre l'actualité sur les différents sites internet avec Arnaud, François, ce sera la revue Inter, et puis, les clés du monde, qui se propose d'aborder Zimbabwe, le dernier combat de Robert Mugabe. C'est avec James William Bagidi et du sport avec Polycarpe. Voilà pour le menu de ce numéro de Matin d'Éden. Corneille Haïssé, bonjour à vous. Oui, bonjour Loris et mesdames, messieurs, bonjour. Avec vous, on va suivre les titres qui ne sont pas venus ce matin. Oui, vous les avez lus un peu plus tôt que nous. Ah, bien sûr. Maintenant, c'est le temps de les partager avec nous, Corneille. La une des journaux. Lundi 20 novembre 2017, bienvenue à tous. La revue des titres, on commence par le quotidien. La boussole qui parle de l'affaire CNSS, affaire CNSS. Laurent Maintenon, gardé à vue et humilié. Il est interdit de visite. Son domicile a été perquisitionné hier dimanche 19 novembre 2017. La suite les détails à retrouver en page 3 du quotidien La Boussole. Le même quotidien écrit aussi naissance de l'Union pour la concertation et le développement UCD Sahara. L'honorable Abdoulaye Gounon, l'émissaire légal de Talon dans la 4e circonscription électorale. Des détails aussi alliés avec la boussole. L'autre vision, soulèvement dans le dossier CNSS des faussaires de la République en agitation contre la vérité, nécessité pour la justice d'accompagner la noble volonté du président Patrice Athanase Guillaume Talon complète le quotidien. L'autre vision, gestion des marchés autonomes du Bénin, le DG Armand Gansé continue le grand ménage à Dantopra, le promoteur de BAC 3000 traduit en justice pour insolvabilité de dettes. On va retrouver maintenant Bénin Intelligent. Le quotidien Bénin Intelligent, manipulation d'un groupuscule de cheminots contre une décision de justice. Bolloré étale ses rodomontades de mauvais perdants. Manipulation d'un groupuscule de cheminots contre la décision de justice. Bolloré étale ses rodomontades de mauvais perdants. Le quotidien dénonce certainement l'attitude prétentieuse et ridicule de Bolloré. On va rester avec Bénin Intelligent qui titre également ce matin, 4e congrès ordinaire du PRD, les enjeux du rendez-vous de Porto Novo, allié avec Bénin Intelligent et une autre interrogation à la une de ce même quotidien, manœuvre d'intimidation et obstruction à la justice FSP, un sursaut vraiment patriotique. L'interrogation, c'est à retrouver avec Bénin Intelligent. Le Soleil Bénin Info à présent. Le Soleil Bénin Info a fait Laurent Maintenon, tout sauf de la politique. La manchette du quotidien a fait Laurent Maintenon, tout sauf de la politique. Et parlant de ce même dossier, le journal trouve que d'autres personnalités sont également à écouter. Enquête de la brigade de la BEF, de la brigade économique et financière. Dans le dossier CNSS, Komi Koutié doit être auditionné selon le quotidien Le Soleil Bénin Info. Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, réussit un grand coup. De quel coup s'agit-il? Les détails à retrouver en page 5 du quotidien Le Soleil Bénin Info. Repère Média Info.
Repère Média Info titre ce matin 4e congrès de la plus grande formation politique du Bénin. Rumbedi tend la perche aux anciens caciques du PRD, engagement des hommes politiques pour la réussite du RAVIP. Le couple Abiola sonne la grande mobilisation. Le premier adjoint au maire de Boycon, une délégation de la mairie, constate l'évolution de l'opération sur le terrain. Des titres à retrouver avec le quotidien Repère Média Info. Après Repère Média Info, on découvre ensemble la une du journal First Info. First Info, fonds d'intervention des unités de sécurité, 60 millions allègrement détournés. 27 chefs d'unité ont reconnu les faits. Ce dossier est à lire avec First Info. On reste avec First Info, gestion, mauvaise gestion. À la CNSS avec le duo Kotigan-Diatema, le procureur Gilberto Bonon a attendu. On découvre toujours la une de l'actualité ou l'actualité ce lundi 20 novembre 2013 avec cette fois-ci le quotidien le meilleur sortie médiatique au sujet de la gestion du corridor ferroviaire Bénin-Niger quand certains cheminots manipulés jouent les troubles faits. Quand certains cheminots manipulés jouent les troubles faits, c'est les détails à retrouver en page 3 du journal Le Meilleur, écrit aussi passage des ministres devant la commission budgétaire au Parlement. Wadaï annonce plutôt 5 grands projets pour le ministère des Finances en 2018. Romuald Wadaï annonce 5 grands projets pour le ministère de l'Économie et des Finances en 2018. Défi Info maintenant. Défi Info, la manchette du quotidien. Défi Info, sortie médiatique sur la gestion du corridor ferroviaire Bénin-Niger quand certains cheminots minoritaires se laisse facilement manipuler. C'est allé aussi avec Défi Info. Enrôlement pour le RAVIP à Boycon. Une délégation de la mairie constate l'évolution du RAVIP dans la ville. Nord-Sud quotidien. CNSS, l'affaire des rétro-commissions prend une autre tournure. CNSS, l'affaire des rétro-commissions prend une autre tournure. Titre Nord-Sud quotidien. D'autres titres à lire à la une de ce même journal, malgré la décision de justice dans le dossier chemin de fer. Des filons de la France-Afrique manipulent un groupuscule de cheminots. Ce titre est à retrouver en détail dans les colonnes du quotidien Nord-Sud, page 3. Nord-Sud titre également Nati Tengou, l'évêque à la prière musulmane du vendredi dernier. Nati Tengou, l'évêque à la prière musulmane du vendredi dernier. Un exemple de dialogue interreligieux certainement que donne l'évêque de Nati Tengou. Et on va retrouver maintenant la nouvelle génération. La nouvelle génération qui titre ce matin « Lutte contre la corruption » sous Patrice Talon. L'opinion publique doit rester éveillée pour ne pas tomber dans le piège des manipulateurs, des politiciens véreux et des marchands d'illusions, écrit le quotidien. La nouvelle génération, le quotidien titre également sortie médiatique de quelques cheminots au sujet de la gestion du corridor ferroviaire Bénin-Niger quand des individus mal intentionnés en panne d'inspiration et en mal de sensationnel refusent de quitter la domination du colon. Les quatre vérités parlent également de ce dossier. Reprise des activités ferroviaires du corridor Bénin-Niger. Les travailleurs manipulés amusent la galerie. C'est à lire en page 3 du quotidien. Les quatre vérités. Dossier CNSS. Laurent Métognon devant le procureur ce lundi 20 novembre 2017. À lire aussi avec les quatre vérités. Décryptage et info en parle également. Et titre affaire dépôt de fonds à la CNSS. Laurent Métognon devant le procureur ce jour. Décryptage et info titre également dossier Sogema, les preuves que le DG Gansé n'est pas clean dans le dossier qui l'oppose à BAC 3000. On continue avec le projecteur. Le projecteur qui titre prochain congrès bien ordinaire du parti des Tchoko, le retour annoncé d'anciens caciques ayant quitté le PRD. Avec le projecteur, on peut également lire débrayage dans l'enseignement secondaire, les enseignants vacataires à nouveau en grève les 21 et 22 novembre 2017. Et maintenant, avec l'économiste Loris Freddy, d'abord auditeur de la 102.3 et téléspectateur de
Eden Télévision. On va boucler maintenant la revue des titres avec le quotidien L'Économiste. Production de volaille à Diavon veut céder sa filiale en France. Production de volaille à Diavon veut céder sa filiale en France. Et puis campagne agricole 2017-2018. La réflexion des pistes rurales pour faciliter le trafic aux producteurs. Des détails à retrouver avec L'Économiste de ce lundi 20 novembre 2017. Merci à tous. Bien voilà, merci. Qu'on est ici. Merci à vous également, Loris Freddy, d'abord. Bonne journée à vous, parce que Merci. le seul sujet sur lequel je m'apprêtais à vous relancer est au menu du débat à faire croiser. Je ne vous laisserai pas le vider. Bonne journée, Corneille, et à demain. On poursuit Matin d'Éden, mais avant, je me dois de vous rappeler l'ossature de cette édition de Matin d'Éden. Je vous l'avais dit tantôt, vous suivrez dans le débat à faire croiser, sortie récente de certains cheminots. Suite à l'arrêt de la Cour suprême, force doit rester à la loi. Comme invité, nous recevons pour vous Paulin Vissot. Il sera face à Peggy Ludovic Dagbar. Le conducteur de mototaxi dont on vous aime se prononce sur la reprise des activités dans les différents centres de santé au Bénin. Il a non, Winsou Kérikou, il a 1 an d'expérience. Juste après le débat fait croiser, eh bien, on retrouvera Modeste Rondekondi qui nous permettra de nous connecter. Il nous parlera de l'Instagram, d'un réseau social, Instagram, comment archiver une photo ou une vidéo. On le saura tout au long de cette émission avec Modeste Rondekondi dans la rubrique Geek. Et puis, il y aura de la bonne humeur, de la très bonne humeur, de la musique, de la chansonnette et de la chanson, si vous le voulez, avec Arnaud Mori-Yagoua et Ahmed Harikbar. Et puis, l'actualité au-delà des frontières du Bénin avec James William Gwagidi qui nous conduit au Zimbabwe, le dernier combat de Robert Mugabe. Juste avant lui, Carlo François nous aurait proposé la revue de presse internationale. Voilà pour la suite de votre émission. Ouvrons maintenant le bulletin d'information. Ah oui, Samson Ok, bonjour à vous. Bonjour Loris Freddy d'abord, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer. Nous ouvrons ce point de l'actualité au plan national par le lancement du plan stratégique d'action pastorale 2017-2022 de l'archidiocèse de Cotonou. Il s'est déroulé ce samedi à l'église Saint-Michel de Cotonou au cours d'une célébration eucharistique présidée par l'archevêque Mbedji Roger. Ce plan quinquennal d'une 50aine de pages vise à renforcer la structuration et le dynamisme de l'administration diocésaine, l'efficacité, le rayonnement des paroisses, entre autres. Carole Olaye et Damien Pedro pour le reportage. Une célébration eucharistique pour mettre à la disposition des fidèles catholiques de l'archidiocèse de Cotonou le plan stratégique d'action pastorale 2017-2022 qui consacre une nouvelle ère de gestion de l'archidiocèse que dirige l'archevêque Roger Mbedji. Ce document de 111 pages comporte les missions, visions et changements pastoraux pour les 5 prochaines années à venir. Véritable instrument de travail, il va permettre de renforcer la structuration et le dynamisme de l'administration diocésaine, l'efficacité et le rayonnement des paroisses, ainsi que la pérennisation des structures éducatives, sanitaires et socio-culturelles de la communauté catholique de l'archidiocèse de Cotonou. Par ce plan, nous voulons, au nom de notre foi au Christ, donner un nouveau visage à notre archidiocèse. Nous voulons construire une église famille de Dieu, une église famille de Dieu convertie à l'évangile de Jésus-Christ, une église famille de Dieu engagée au service de tout homme et de tout l'homme. La bonne exécution des différentes activités pastorales contenues dans le plan stratégique d'action va promouvoir la foi, la communion fraternelle, la bonne gestion des ressources financières au service de Dieu et l'ordre administratif en vue de conduire le peuple de Dieu à une vie chrétienne plus responsable. Des valeurs sur lesquelles ont porté les lectures et évangiles du jour et sur lesquelles s'est également appesanti l'archevêque
l'archevêque Roger Humbedji dans son homélie. La marche à la suite du Christ exige que nous soyons aux prises avec le réel au quotidien. La seule condition pour permettre à notre foi de s'enraciner en profondeur, de mûrir et de porter du fruit. La suite du Christ exige un abandon de nous-mêmes dans les mains de Dieu, ce qui est un acte de foi réel, en ce sens qu'il suppose un réel renoncement à soi-même. À la fin de cette célébration eucharistique, les membres de l'équipe projet qui accompliront les tâches nécessaires à la mise en œuvre des actions et projets contenus dans le plan stratégique d'action pastorale se sont engagés devant la communauté chrétienne présente à assurer avec efficacité et dévouement les missions à eux confiées. Et nous quittons maintenant l'Église pour parler santé. Cela ne vous aura pas échappé. La célébration au Bénin, ce 17 novembre de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Les réflexions adossées à cette journée ont porté sur la déontologie de cette médecine, la préparation et la conservation des médicaments traditionnels, entre autres. À cette occasion, les acteurs de la médecine traditionnelle ont mis l'accent sur le caractère inopportun de toute action ayant pour but de comparer cette médecine à celle moderne. Reportage. Faire l'état des lieux de la médecine traditionnelle en République du Bénin et analyser ses perspectives pour trouver des solutions adéquates, c'est l'objectif principal visé par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé en organisant cette cérémonie officielle de lancement de la 15e journée africaine de la médecine traditionnelle. Le président de l'Association nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Bénin, Anapramitrab, Gabriel Salavi, revient sur les objectifs spécifiques de la dite journée. C'est donc l'occasion pour nous d'élaborer un programme de mission de formation technique sur les thèmes ci-après. A. La déontologie de la médecine traditionnelle. B. La cueillette, le séchage et le stockage des plantes médicinales. C. La préparation et la conservation des médicaments traditionnels. Pour Roch Huihen, coordonnateur du programme national de la pharmacopée de la médecine traditionnelle, l'on ne doit pas faire la comparaison entre la médecine moderne et celle traditionnelle. La médecine moderne et la médecine traditionnelle n'ont rien en commun, si ce n'est l'objectif final qu'est la santé. Il n'est donc pas nécessaire de vouloir établir une comparaison, mais il faut savoir tirer parti des bénéfices que chacune d'elles peut nous apporter. Conscient de l'importance de la médecine traditionnelle dans le continent africain et convaincu de la richesse que regorgent les plantes, les racines et les écorces, le représentant du représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin a souligné que son institution a très tôt encouragé les pays à envisager l'intégration de la médecine et la pharmacopée traditionnelle dans leur politique sanitaire. Au cours des années passées, la collaboration entre les médecins et les praticiens de santé a été renforcée à mesure que les pays continuent d'intégrer ces praticiens dans les soins de santé primaire. Dans certains pays comme le Bénin et la Côte d'Ivoire, les structures de médecine traditionnelle ont été mises en place. Lucien Tokor, directeur de cabinet du ministère de la Santé, représentant le ministre, avoue que le recours à la médecine traditionnelle est une réalité universelle. Cette pratique médicale a été utilisée depuis l'existence de l'humanité dans tous les pays. Malgré l'insuffisance des preuves sur son efficacité, la médecine traditionnelle est utilisée par 80% de la population pour le traitement de plusieurs maladies. Pour cette 15e journée, des matériels sont offerts aux praticiens de la médecine traditionnelle. Rappelons que le programme d'action du gouvernement a prévu une implantation d'un centre de recherche de médicaments traditionnels au Bénin. Eh bien, c'est une visite qui devrait générer les jours à venir un partenariat entre le Japon et la Fondation Sievra. C'est celle de l'ambassadeur du Japon près la République du Bénin, notée ce vendredi au Centre international d'expérimentation et de la valorisation des ressources africaines de Glo Djigbe.
Le diplomate y a découvert l'agriculture bio dans laquelle s'est spécialisé le CIEVRA. Il a aussi visité en compagnie de son hôte, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, les locaux des médias qui hébergent le centre, à savoir la radiodiffusion Diaspora FM et la télévision Eden TV. Passage obligé aussi pour cette délégation, l'hôtel de ce centre. L'ambassadeur Kunichi était admiratif de ce qu'il a vu. Il parle d'une fondation sophistiquée et appelle de tous ses voeux le transfert des technologies agricoles aux paysans. On va l'écouter. On va aussi écouter son hôte, l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. Je me suis très étonné de savoir que cette fondation est très sophistiquée. Parce que maraîchage, il y en a beaucoup de technologies ici. Et madame m'a expliqué les activités de fondation, par exemple, de formation de maraîchage au peuple paysan. Je suis visité à la champ de mariage. C'est très bon. Par exemple, on n'utilise pas de engrais chimiques. Aussi, on n'utilise pas d'insecticides. C'est très bon. Il y a toujours, on utilise par exemple le Nîmes. C'est très facile pour le paysan béninois d'utiliser pour l'augmentation de la production agricole, n'est-ce pas? Et ici, la formature a bien transfert de cette technologie aux paysans, c'est très important. Je pense qu'il y en a beaucoup de possibilités de notre collaboration, mais au premier temps, c'est très facile de démarrer de notre collaboration, c'est-à-dire la diffusion du programme d'anime japonais par votre studio. J'ai amené l'ambassadeur ici aujourd'hui pour qu'il voit ce que le Japon peut faire avec la Fondation Espace Afrique, ce que le Japon peut faire avec le groupe de presse Eden TV et la radio Diaspora FM et aussi le groupe Pétroline, pourquoi pas. Donc c'est pour ça que nous sommes là. L'ambassadeur a fait la visite, on a visité la télé, la radio, l'hôtel de la Fondation, les jardins et autres. Et l'ambassadeur a bien vu que nous faisons que l'agriculture bio ici à la Fondation et il est vraiment content. Et nous poursuivons ce point de l'actualité au plan national. On va à présent à l'université d'Abomey-Calavi où les résidences universitaires Hassan II, Bidbe et Kiss sont inexploitables. C'est un constat fait par une équipe de la rédaction de Eden Télévision et de Diaspora FM conduite par Aristide Setti. Reportage. Soirée dans une jungle ici. Erreur. Nous sommes bel et bien au plus haut lieu du savoir qu'est l'université d'Abomey-Calavi. Un tour dans les résidences universitaires Hassan II, Bidbe et Kiss. Et bonjour les dégâts. Les reptiles, les araignées et plusieurs autres insectes sont les maîtres lieux. À l'intérieur de ces résidences, c'est le comble. Tout est ruine et poussière. Les toits perforés et au vent par les intempéries des nids aux chauves-souris, des mules lézardées. Les résidences universitaires Hassan II et Kiss, qui avaient accueilli des étudiants il y a de cela 20 ans, se trouvent dans un état lamentable. Pour les responsables étudiants, c'est la désolation. Vous pouvez déjà constater mon sentiment à travers rien que mon regard sur le visage. Voyez-vous, lorsque nous disons que l'étudiant est toujours ou a toujours été l'orphelin de la communauté universitaire et tout, on pense que non, que nous jouons à la politique de la victimisation. Ça n'a jamais été le cas. Vous avez constaté, depuis 2004, juin 2004, on a procédé à l'inauguration du bâtiment Hassan II. Mais à ce jour, en réalité, ce bâtiment est fermé. Fermé de l'irresponsabilité de nos cadres à divers niveaux. C'est triste parce qu'au même moment où le nombre
d'étudiants, demandeurs de résidence universitaire ne cesse de s'accroître. Il y a des bâtiments qui sont chaque année fermés, ou il y a des bâtiments qui ne sont jamais finis, qui n'ont jamais fini d'être construits, comme le bâtiment Bébite. Voyez-vous, c'est un éléphant blanc que nous avons à l'université. C'est un bâtiment réellement, si c'est fini, ça peut contenir jusqu'à 296 lits. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas fini. Et donc, c'est un éléphant blanc. Donc, il y a des étudiants, pendant ce temps, il y a des étudiants qui crèchent, qui dorment à la Belle Étoile. Bâtiment sans porte ni fenêtre. Installation électrique et plomberie vandalisée. Murs lézardés, ce bâtiment B est bloqué à l'étape de la fondation. Le reste des matériaux de construction est abandonné aux intempéries. Les étudiants condamnent fortement ces éléphants blancs sur le campus d'Abomey-Calavi. De ces bâtiments, il y a d'autres résidences qui sont à côté. Il y a les animaux dangereux qui peuvent venir ici et prendre par ici pour venir intégrer les autres résidences. Ça veut dire que l'étudiant qui est en résidence n'est pas en sécurité. Ouais. Mais regardez un peu à côté de nous. Nous sommes entourés d'herbe. Il faut reconnaître que dans notre pays, ici au Bénin, l'État, nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays sommes-nous. Si c'est des échéances politiques, on est là, on prend la jeunesse pour instrumentaliser, pour faire des faux promesses. Mais une fois aux assauts, cette jeunesse-là n'est plus la préoccupation ou bien la priorité de nos dirigeants. Je ne comprends pas. Dans une grande université comme celle d'Abomey-Calavi, vous voyez, il y a les forêts partout, des reptiles. On n'a pas couru tout ça là avec vous. Mais dans le même temps, on nous demande de payer. Les responsables étudiants n'ont pas manqué d'interpeller les gouvernants. Nous ne sommes pas encore la priorité du gouvernement qui est là. Si tant est que la jeunesse en général et celle étudiantine est la priorité du gouvernement et tout, que le gouvernement se saisisse de ces dossiers-là. Toutes nos tentatives pour interviewer les responsables du Centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, ont été vaines. Les responsables feraient mieux de parer plus tôt au pire, comme l'effondrement des bâtiments et une course-poursuite des étudiants par les reptiles. Ah oui, et c'est par l'imminence de la reprise des Jeux universitaires que nous allons mettre un terme à ce point de l'actualité ce matin. C'est demain, mardi, que des sportifs de plusieurs établissements publics et privés de l'enseignement supérieur vont renouer avec ces Jeux. Vous l'avez bien dit, il est question des Jeux universitaires dont la reprise est fixée au mardi 21 novembre 2017. Les Jeux universitaires, c'est aussi une histoire de chiffres. On parle de 15 établissements publics et privés d'enseignement supérieur retenus pour disputer. 1000 athlètes sont également attendus. Sont bien sûr attendus à ces championnats. On va écouter. Suspendus depuis quelques années, les Jeux universitaires du Bénin reprennent ce mardi 21 novembre. Pour informer l'opinion publique par rapport à l'organisation de ces Jeux, le directeur de cabinet du ministère des Sports et le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, OBSCU, étaient ce jeudi face à la presse à la salle du CODI de l'Office de gestion des stades du Bénin, OGSB. Nous sommes là pour vous annoncer officiellement que le championnat universitaire va démarrer. Vous savez très bien que c'est l'Office béninois du sport scolaire et universitaire qui s'occupe de ce volet-là. Et donc, dans quelques jours, les étudiants de nos universités publiques et de nos universités privées auront la chance de pratiquer et de nous montrer ce dont ils sont capables en matière de sport. Ce sera l'occasion pour nous également d'identifier et de détecter des talents afin que nos équipes nationales puissent avoir le renfort qu'il faut, car désormais le sport constitue pour nous un précieux levier de développement. Comme je l'ai annoncé, l'OBSU va assurer le leadership en matière de déroulement de ce championnat-là. Donald Alessi Sakakpo, directeur général de l'OBSCU, revient sur les détails de ces Jeux universitaires qui connaîtront la participation de 1000 athlètes et plus d'une centaine d'officiels. Donc pour cette édition des Jeux universitaires de 2017, nous aurons au total 15 universités, environ 1000 athlètes
qui vont s'affronter dans 3 disciplines. Nous avons le football, le basket et le handball. Au cours de ces jeux, nous aurons à sélectionner, comme l'a dit le DC, nous aurons à sélectionner les talents qui sont dans nos universités publiques comme privées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons réussi à assurer l'affiliation de l'OPSU au niveau des instances faîtières du sport scolaire et universitaire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une équipe nationale universitaire. Nous avons besoin d'avoir une équipe dans chaque discipline pour pouvoir compétir au plan régional et international. Le lancement officiel de ces Jeux par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, sera précédé d'une caravane qui partira du carrefour Sika Toyota pour atterrir au niveau des aires de jeu du stade général Mathieu Kékou le mardi 21 novembre. Et c'est tout pour ce point de l'actualité. Samson Oki, bonne journée à vous. Merci Loris Fred d'avoir et bonne suite d'émission à vous également. Oui, je vous souffle que c'est la journée mondiale pour l'industrialisation de l'Afrique. Et ce n'est pas tout. C'est aussi la journée internationale des droits de l'enfant. Connaissez-vous exactement les droits de vos enfants? Qui appelle-t-on enfant? On ne pourra pas en parler ici, mais on pourra l'aborder sur l'autre école, rassurez-vous. On va faire de la guidance psychopédagogique pour permettre davantage aux différents parents de mieux appréhender leurs enfants, les comportements de leurs enfants. On vous aime maintenant. Il a non, Ouensou Kérékou. Il a 1 an d'expérience. Il se prononce sur la reprise des activités dans nos différents centres hospitaliers. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Je m'appelle Ouensou Kérékou. Non, comment ça fait 1 an. Comme ils ont repris là, c'est bon quoi. C'est bon pour la vie de la population quoi. C'est bon. Il y a les morts partout en désordre là. Ça n'est pas bon pour la vie quoi. On n'est pas nombreux dans le pays et que d'autres vont en train de mourir dedans là. Ce n'est pas bon. Il y a manque de moyens et ils ne nous accueillent pas bien. Si ils te écrivent les ordonnances, il faut acheter à temps quoi. C'est ça quoi. Comme ils ont commencé le travail là, c'est bon. Ils n'ont qu'à commencer juste ça pour attendre ce que le gouverneur a dit quoi. Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. Bienvenue dans le débat à faire croiser. Au menu de ce débat ce matin, la sortie récente de certains cheminots suite à l'arrêt de la Cour suprême. Force doit rester à la loi. Peggy, Ludovic Dagbar, bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Vous le savez, la presse nationale en a fait cas tout à l'heure, même dans la revue des titres, on l'a vu, eh bien, des cheminots qui sont montés au créneau pour tenir un langage qui ne sied pas à la situation, puisque nous savons très bien que dans cette affaire, notamment de
contentieux ou on va dire problème autour des rails au Bénin, la Cour suprême a donné quand même une décision. Un arrêt a été rendu et on sait très bien que, eh bien, on ne peut plus emboucher une autre trompette que celle que la Cour suprême a donnée. Alors, on ne comprend pas pourquoi certains de ces cheminots sont montés au créneau en cours de semaine écoulée pour dire autre chose. En tout cas, selon, et bien sûr, la décision rendue par la Cour suprême, force devra pouvoir rester à la loi. Et c'est de cela qu'il sera question dans les prochaines minutes, notamment sur Faire Croiser, qui reçoit aujourd'hui Paulin Vissor. Il est consultant. Bonjour. Bonjour Peggy. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors tout le monde a eu quand même cette décision de la Cour suprême qui donc a demandé au groupe en face, du groupe pétrolin, bien sûr, d'arrêter tout trouble, toute manifestation, notamment sur Bénin Rail. Mais on ne comprend pas comment ce groupuscule de cheminots monte au créneau pour dire plutôt autre chose. Quel est le contexte? Rappelez-nous très rapidement comment en est-on arrivé quand même déjà à cette décision de justice. Merci Peggy. Effectivement, le 29 novembre 2015, la Cour d'appel de Cotonou a rendu un arrêt dans le dossier opposant le groupe pétrolin à une multinationale française. Alors, par cet arrêt, la Cour d'appel de Cotonou a enjoint à cette multinationale d'avoir à cesser tous travaux sur le corridor Cotonou-Parakou, Dosso-Niamey, et ce, sous astreinte combinatoire de 100 millions de résistants par jour. Alors, à l'issue de cette décision de la Cour d'appel de Cotonou, et en vertu du principe du double degré de juridiction, c'est-à-dire que lorsqu'une décision est rendue par une juridiction et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez élever le contentieux au niveau d'une juridiction supérieure. Donc, si c'est au TPI et que vous n'êtes pas satisfait, vous venez à la Cour d'appel. Si vous n'êtes pas satisfait, vous allez, n'est-ce pas, en cassation. Au Bénin, ici, nous n'avons pas une cour de cassation, nous avons plutôt une cour suprême qui joue exactement le même rôle que la cour de cassation en France. Alors, évidemment, c'est ce droit que la multinationale française a usé, elle a usé de ce droit, et suite à l'analyse du dossier, le 29 septembre 2017, soit 2 ans plus tard environ, eh bien, la Cour suprême a confirmé purement et simplement dans la lettre et dans l'esprit la décision rendue par la Cour d'appel de Cotonou. Donc, indirectement, la Cour suprême dit à cette multinationale française d'avoir à cesser toute intervention sur ce corridor-là. Le faisant, si elle le faisait, elle serait coupable, elle se rendrait coupable de troubles manifestement illicites. Et dans cet arrêt, l'État béninois également a été débouté, puisque le pouvoir a été levé aussi bien par la multinationale française et l'État béninois. Donc les deux ont été déboutés. Et c'est suite de cet arrêt que, effectivement, quelques semaines plus tard, n'est-ce pas, les cheminots, par le biais de la CSA Bénin, ont interpellé le groupe ayant bénéficié de cette décision-là sur leur sort. Ce qui nous paraît tout à fait ce qui est normal. Légitime, normal. Puisque il faut quand même, la Cour dit définitivement que vous êtes bénéficiaire du corridor, personne d'autre n'a plus le droit, en tout cas à l'étape actuelle, disons, des choses, d'avoir à entreprendre quoi que ce soit, une quelconque activité sur ce corridor-là. À partir de ce moment-là, nous cheminots, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous devons? Quel sera notre sort? Exactement. Donc c'est une décision légitime. Cette requête, ils l'ont formalisée à travers une correspondance en date du 30 octobre. Une correspondance qui existe, qui peut être, disons, consultée, une correspondance signée par le secrétaire général de la CSA Bénin. Et la correspondance a été adressée à M. Dossou Samuel, le PDG du groupe pétrolin. Évidemment, et de la façon la plus respectueuse possible, dit si ce n'est que pour être édifié sur votre sort, eh bien, moi, je suis disponible à vous fournir les informations. Donc, il y a eu une séance. Exactement. Donc, il y a une séance le 3 novembre 2017 à la Bourse du Travail, une séance sollicitée par les cheminots
par l'entremise évidemment de la CSA Bénin, syndicat, centrale syndicale à laquelle leur syndicat maison a été affilié. Donc c'est suite à cette séance que le groupuscule dont vous parlez tout à l'heure avant de parler du groupuscule, il y a eu quand même des assurances qui ont été données par le groupe Petrola au cours de cette séance. Absolument. Quelles sont ces assurances? Évidemment, déjà il faut préciser que dans la correspondance invitant le groupe pétrolin à devoir s'expliquer sur l'arrêt de la Cour suprême, il y avait globalement 4 points. Le premier point, c'était de savoir, les cheminots ont demandé à savoir les implications de l'arrêt. Au-delà des implications, ils ont voulu savoir les dispositions que le groupe pétrolin a prises pour sauvegarder, n'est-ce pas, leurs emplois et voir les conditions de travail améliorées. Troisième chose, ils ont demandé le plan de travail, le plan de travail que le groupe pétrolin entend implémenter. Et enfin, dernier point, ils ont voulu savoir quelle doit être leur partition. Donc, en un mot, ils demandent les attentes du groupe pétrolin vis-à-vis des cheminots. Donc, à chacun de ces points, eh bien, le groupe pétrolin, par le biais de ses représentants, a apporté, n'est-ce pas, des questions claires, limpides et rassurantes. Et à la suite de cette réponse, de cette séance, qui était en réalité un grand oral, eh bien, l'ensemble des centrales syndicales, ils étaient environ 6. Au-delà, à côté de la CSA Bénin, il y avait 5 autres qui étaient venus et qui ont, pour la première fois, de façon unanime, féliciter le groupe pétrolin relativement aux engagements qu'il a pris. Et entre autres engagements, le groupe pétrolin dit, moi, le groupe que vous faites là, s'adressant aux cheminots, il dit, le nombre là ne me suffit pas. Donc, dès que moi, je serai dans la maison, je serai obligé d'en recruter. C'est pour dire, de façon indirecte... Il y a une main-d'œuvre supplémentaire qui sera recrutée. Absolument. C'est une manière indirecte de dire qu'il ne sera pas question, n'est-ce pas, de renvoyer quelqu'un cheminot. Puisque déjà le nombre qui est insuffisant. Absolument. Il faut maintenir ça. Et c'est ce nombre de bases qui va former les nouveaux venus. Deuxième chose, les conditions de travail, j'entends les améliorer. Et en cette matière, il faut avouer que actuellement, comme préoccupation fondamentale, c'est la situation des retraités de cheminots. Vous imaginez, vous travaillez pendant 30 ans et une fois admis à faire valoir vos droits à la retraite, vous n'êtes pas en mesure de jouir de votre pension. Et ça, ce problème, il est là, présent. Et donc, sur ça, le groupe pétrolier dit, moi, je suis prêt à apurer, d'avoir débloqué la situation, mais non seulement à apurer les dettes qui sont là. Et après ça, évidemment, il y a l'éternelle question de la convention collective dont il réclame d'en être doté. Et sur ça aussi, le groupe pétrolier dit, pas de souci, je suis prêt. Je ne suis pas venu pour compliquer davantage votre existence, je suis venu pour plutôt l'améliorer. Voilà. Donc voilà globalement le point d'ancrage de l'intervention du groupe pétrolier le 3 novembre dernier à la Bourse du Travail. Donc évidemment, comme on pouvait s'y attendre, il y a eu une aile qu'on a appelée, on va dire, l'aile de la résistance. C'est ce groupe qui, vendredi dernier, au même endroit, mais pas avec la même envergure, parce que j'ai parlé de ce que, au-delà de la CSA Bénin, 5 autres centrales syndicats étaient à côté de la CSA, dont l'immense Issa Eko, qui a, une fois, exprimé un argumentaire qui m'a séduit. Il a été clair pour dire il nous faut une bourgeoisie locale. Ça c'est inédit. En d'autres termes, il faut des nationaux qui prennent ces genres de projets et qui puissent vraiment garantir les intérêts des nationaux. Il ne faut pas que, non seulement ils vont les prendre, pas dans des conditions douteuses, ils vont les prendre de façon légale, comme c'est le cas actuellement. Donc, il faut conclure sur ce point pour dire que la justice, n'est-ce pas, est aux côtés du groupe pétrolier à travers cet arrêt qui est le dernier dans la hiérarchie des normes. La Cour suprême est la dernière juridiction, le dernier recours. Donc lorsque vous allez devant la Cour suprême et qu'elle vous dit que vous n'avez pas raison, eh bien, si vous êtes sérieux, vous devez pouvoir vous calmer et faire autre chose plutôt que de vouloir, n'est-ce pas, se rebeller contre une décision rendue de justice par la plus haute cour du pays. Et là maintenant, à quoi va-t-on
s'attendre. Voilà des cheminots qui, malgré la décision de justice, montent au créneau pour dire autre chose, pour exiger autre chose, on va dire. C'est peut-être leur droit le plus absolu de dire ce qu'ils pensent, mais ils doivent comprendre que force doit rester à la loi. Alors, face à cette situation, qu'est-ce que le groupe pétrolier pourrait faire pour calmer ou pour essayer quand même de régler ce problème? Parce que là, on note des résistances. Évidemment, des résistances, mais la résistance doit pouvoir être assise sur le droit. Donc, une toute autre résistance qui se fait en dehors de la loi, la justice sanctionne ça aussi. Ça s'appelle anarchie. Ça s'appelle anarchie, rébellion, résistance à la décision de justice, et c'est une infraction. Donc, je ne sais pas si ce groupuscule de cheminots dont vous parlez a envie d'aller passer quelques jours, quelques semaines à la prison civile de Cotonou. Si c'est le cas, ils peuvent poursuivre. Parce que s'ils ne font pas preuve de clairvoyance et qu'ils se laissent manipuler, comme c'est le cas, moi je pense que le groupe pétrolier avisera relativement à la procédure judiciaire la plus appropriée pour que ce que la loi a dit soit respecté. Vous savez, le droit est si intéressant que tout est prévu. Parce que le législateur sait que, malgré la décision rendue par la Cour suprême, il peut y avoir des velléités de contestation. Il peut y avoir. Mais cette fois-ci, cette contestation ne sera plus légale. Et puisqu'elle n'est plus légale, elle sera juridiquement traitée. Donc tout est prévu. Nous, on n'a pas de souci à se faire par rapport à ça. Monsieur Vissot, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se dire que c'est une méconnaissance des tests et peut-être tenter une explication de ce que c'est, de ce que constitue cette décision. D'abord, de ce que constitue l'instance d'où émane cette décision. Parce qu'il peut s'agir d'une ignorance. Vous savez, moi je suis juriste et chez nous, il y a un principe sacro-saint. Nul n'est censé ignorer la loi. Lorsque vous ne pouvez pas vous réfugier derrière votre ignorance de la loi et la violer, ça n'est pas possible. Maintenant, je comprends la pertinence, la profondeur de votre préoccupation. Si les cheminots, je n'ai pas pu suivre la séance, mais j'ai eu les retours par personne interposée, si cette séance était de dire, nous on n'est pas convaincus par les arguments proposés par le groupe pétrolier. Il dit qu'il veut faire ci, il veut faire ça, nous, ça ne nous rassure pas. Nous voulons des discussions supplémentaires. Nous voulons... Eux, ils pensent que c'est Bolloré qui doit continuer, qui doit exécuter ce projet. Et c'est en cela. C'est la substance de ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'on a compris. Et c'est en cela que je suis convaincu, c'est ça qui me rassure, de ce qu'ils ne sont pas dans l'ignorance de la notion, n'est-ce pas, on peut dire que, comme certains journaux l'ont dit ce matin, qu'ils sont manipulés. Il n'y a pas de doute. Ça m'étonnerait que ces cheminots puissent cotiser leur salaire pour aller payer la diffusion de cet élément auprès de deux chaînes privées. Ça m'étonnerait. Donc forcément, il y a du sponsoring, forcément. Et alors, donc c'est en cela que nous voudrions en appeler à la clairvoyance de ces cheminots afin que nul n'en ignore. Parce qu'en temps opportun, évidemment, le groupe pétrolier, on peut parfois lui reprocher d'avoir été un peu trop gentil. Mais maintenant, puisque le droit, la justice a définitivement tranché ce dossier-là, elle entend en jouir comme tout citoyen qui bénéficie d'une décision dans une république. Dans une république, tout le monde doit être esclave de la loi. On ne peut pas envisager... C'est la dictature de... Absolument, on ne peut pas comprendre des gens, fut-il des multinationales françaises, qui sèment la pagaille, parce que ça, c'est la pagaille. Est-ce que vous pouvez imaginer un tel désordre en France ? Pays dit démocratique où les droits de l'homme sont respectés. Pays duquel nous avons emprunté les notions de droit, quand même. Jusque-là, on n'a encore aucune preuve. Non, écoutez, de ce que je ne dis c'est pas... la multinationale française qui les mène par le bout du nez. Mais on note quand même, il y a des manipulations. Et puis l'autre chose que j'allais dire, la loi est en train d'être violée, puisque la loi, la décision, on va dire, de la Cour suprême, c'est de voir cesser tout trouble manifeste. Absolument. Mais là, c'est encore un autre trouble qu'on est en train d'observer, puisque la décision l'a interdit. Permettez-moi de douter de ce que ces cheminots ont un sponsor.
Et ça ne peut pas, le sponsor, il est qui le sponsor? Le sponsor, ça ne peut pas être M. Dagba Pegui, parce que je ne vois pas quel intérêt. Vous n'y avez aucun intérêt. Vous avez à aller sponsoriser ce genre de réaction. Donc, j'ai quel moyen je suis en droit de douter de ce que ce n'est pas les cheminots, parce que ça m'étonnerait qu'ils puissent cotiser de leur salaire pour aller faire ça. Alors, celui ne le ferait pas. Celui qui a intérêt à ce genre de situation, on la connaît. Ça ne peut être que la multinationale. Bon, je ne l'affirme pas, mais je m'interroge et je réfléchis. Vous voyez des pistes. Voilà, ce sont des pistes de réflexion. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je dis c'est une pagaille qui est en train d'être instaurée dans ce pays. Il faut que ça s'arrête. Et l'autre chose que je voudrais dire très rapidement sur ce point, c'est que le dossier pétrolier, en principe, devrait pouvoir cesser d'être la seule affaire de M. Aoré pour être une préoccupation nationale. Parce que c'est quand même une décision de justice. Je l'ai dit. Patrimoine. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la justice est rendue au nom du peuple béninois. Et bafouer une décision rendue par la juridiction suprême du pays, c'est comme si on se fout du peuple béninois. C'est un affront à la nation. C'est un affront au peuple béninois. Maintenant, est-ce que nous allons continuer par l'accepter? C'est la question. C'est la question parce que ce qui se passe là, ça ne peut pas se passer en France, d'où est originaire cette multinationale-là. Donc ce que nous disons est clair, à savoir que est-ce que le peuple béninois va continuer par se faire humilier de cette manière-là? Wait and see. Je crois que il faut pas, si je finis cette intervention en ne relevant pas ça, j'en serais malheureux. Il faut avouer que ces cheminots ont peut-être oublié que la gouvernance a changé de main. Parce que vous vous rappelez, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour suprême le 19 novembre 2015, le chef de l'État, en son temps, M. Yaïboni, avait déclaré que la décision rendue par la Cour d'appel de Cotonou serait, à son avis, un papier. Et que la multinationale pouvait poursuivre les activités en violation, n'est-ce pas, de la décision, d'une décision rendue par la Cour suprême, la Cour d'appel de son pays. Alors, c'est sûr que ces cheminots ont encore la nostalgie de ce temps-là et pensent qu'ils peuvent toujours poursuivre la pagaille. Heureusement, le ménage est en train d'être ramené dans le pays. Ça fait grincer des dents. Mais lorsque vous êtes propre, lorsque vous êtes sérieux, vous êtes un citoyen sérieux, vous n'avez pas de quoi vous affoler. Donc, c'est pour conclure. Et là, ça fait peut-être la troisième fois que j'emploie ce mot, la clairvoyance. La clairvoyance parce que s'ils se laissent manipuler au détour de quelques billets de banque, ils seront seuls, même alors suffisamment seuls, n'est-ce pas, à l'endroit où on va pour répondre de ces genres d'agissements. Alors, ce que je voulais dire, malgré cette disposition ou, comment dirais-je, le droit qui est du côté du groupe pétrolier, en toute matière, notamment dans cette affaire, est-ce que le groupe pétrolier ne pourrait pas chercher à appeler leur attention, attirer leur attention sur la voie de la perdition qu'ils sont en train d'entreprendre? Vous savez, ça c'est de dialogue qu'il s'agit. Le promoteur du groupe, pour le peu que je connaisse de lui, c'est un gentleman. Il aime faire les choses dans les normes. C'est pourquoi, d'ailleurs, la Cour d'appel, sur la base de l'arrêt de la Cour d'appel, il aurait pu déjà entamer, il aurait pu exécuter la décision. Parce que, justement, devant la Cour suprême, ce n'est plus les faits, on ne revient plus sur les faits. Hein, on voit si la loi, le droit a été dit simplement. Donc, il pouvait, juridiquement, il était fondé. Il est fondé à jouir de la décision, dès déjà la décision de la Cour d'appel. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé le processus aller jusqu'à son terme pour éviter les intoxications, les manipulations. Cependant que, malgré cette décision de la Cour, il y a encore des résistances. Donc, les appeler à la clairvoyance, oui, c'est ce que nous le faisons déjà. Et ça, il faut saluer certains de vos confrères qui ont rebondi sur la question ce matin et ont attiré suffisamment l'attention déjà. Le groupe pétrolier, sauf l'intervention des voix les plus autorisées, ça m'étonnerait qu'elles disent il faut que je les appelle parce que ce groupuscule se trouve dans une logique donnée. La preuve qu'il est manipulé, on n'a plus à le démontrer autrement. Donc, ça va être un discours de sourds. Les faits sont là, le droit a été dit. Nous, l'information officielle, l'arrêt est disponible, parce que j'ai entendu des inepties qu'ils ont relayé ce vendredi dernier. L'arrêt est là, la décision a été rendue
publique et publiée. N'importe qui peut la voir, lit, s'il ne comprend pas, il cherche à ce que les personnes avisées la lui expliquent. Je parle de la décision. À partir de ce moment-là, c'est déjà suffisant, c'est déjà fait preuve suffisamment de largesse. Le 3 novembre dernier, le groupe pétrolier n'était juridiquement pas obligé d'aller s'expliquer devant les cheminots. Mais il a fait devant caméra, devant les médias, il a pris des engagements publics. Mais quand même, si vous voulez pas, si vous savez que vous n'allez pas respecter vos engagements, vous n'allez pas prendre des engagements devant les médias. Donc le peuple béninois est au courant des engagements qui ont été pris par le groupe pétrolier. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut encore faire davantage? La plus belle femme du monde ne peut offrir que ce qu'elle a. Et celui qui a décidé de ne pas entendre, vous ne pouvez pas le convaincre. À partir de ce moment-là, nous allons nous en tenir à ce que la loi dit de faire. Lorsqu'en face d'une décision de justice claire, nette et précise, les gens décident d'aller en aventure, eh bien le groupe va les accompagner certainement à pouvoir jouir de cette aventure malheureuse. Alors une curiosité quand même, juste après cette séance de concertation, d'échange et tout, est-ce que vous avez eu des réactions contraires? Est-ce que vous avez eu, des appels ou bien des écrits tendant à remettre en cause tout ceci, pouvant peut-être laisser entrevoir une telle action de la part de certains parlementaires? Rien de tout ça. Rien de tout ça. Il peut pas tenir. Je vous ai dit, lorsque vous êtes sérieux, vous prenez des engagements devant des gens et c'est public. Ce qui a été fait le 3 novembre dernier, ça a été enregistré. 100 ans après, on peut toujours opposer les engagements pris par le groupe pétrolier. Ça a été diffusé à longueur de journée sur les antennes. Donc on ne peut pas. C'est quand on est sérieux qu'on se comporte comme ça. Ce qui s'est passé vendredi dernier, c'est un acte de voyoucrasie, de délinquance qu'il faut en prendre acte et le traiter comme tel. Il n'y a pas de négociation avec des gens qui ont décidé de se mettre au travers de ce que la loi dit. Donc moi, je pense que c'est assez simple. Alors, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas commencer à s'interroger sur les intentions réelles de cette multinationale? Non, cette multinationale est dans sa logique. N'oubliez pas cette déclaration faite dans un journal international de la place où il dit, le premier responsable de cette structure dit qu'en Afrique, il opère comme un commando. Donc, il est toujours dans la logique de la méthode commando. Cette méthode qui bafoue tout le monde, qui ne respecte personne, qui fait cette méthode qui consiste à narguer, à humilier même les chefs d'État, n'est-ce pas? Et évidemment, avec la complicité de certains de ces derniers. Et donc, dans cette multinationale, il n'y a pas de doute qu'elle est dans la même logique. Elle se considère comme un territoire conquis. Maintenant, il revient au peuple béninois de se dire, quand même si dans la réalité, nous avons encore quelques cordons avec la maison mère, est-ce que nous allons continuer par être humiliés autant? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la justice est rendue au nom du peuple béninois. Voilà. Donc, c'est le peuple qui a dit non, finalement. C'est le peuple qui a dit non, finalement, en fait. C'est ça, au travers de sa justice. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous décidez de résister, de vous rebeller contre cette décision-là, franchement, il faut avoir des intentions derrière. À quoi doit-on s'attendre les tout prochains jours? Non, vous savez, ce qui nous rassure, c'est la gouvernance actuelle de l'État du Bénin. Il est difficile pour vous aujourd'hui de tricher. Maintenant, en tout cas, vous pouvez prendre le risque de le faire. Si on vous prend, vous allez en répondre. Ça, c'est une deuxième chose. Tout au long de ce dossier, contrairement à son prédécesseur, le chef de l'État actuel, le président Patrice Talon, a gardé une neutralité responsable hors pair et a laissé la justice faire son travail. Alors, vu les agissements les actes qu'il a eu à poser, n'est-ce pas, à la tête de ce pays, ça m'étonnerait qu'il puisse s'aventurer, ou du moins qu'il puisse faire comme son prédécesseur, à savoir ne pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle. En tout cas, je n'ai aucun élément sous la main qui me permette de dire qu'il pourrait aller dans ce sens. Donc, c'est sûr, il jouera sa partition, il prendra les décisions qu'il faut pour que ce que le juge a dit soit respecté. Donc, nous avons foi
en tout cas, nos peuples béninois, puisque là, j'ai dit que ce dossier a cessé d'être la propriété privée de M. Aouret pour être, disons, l'affaire de tout Béninois. Donc, les citoyens que je suis en droit de dire, de faire de ce dossier une préoccupation personnelle. Et là, il y a quand même eu des syndicalistes, des centrales syndicales qui étaient à cette séance d'échange, d'explication et de compréhension de la décision de la Cour suprême. Quelle réaction on peut attendre de ces centrales syndicales-là face à ce à quoi nous avons assisté vendredi dernier? En principe, c'est pour les amener à l'ordre, parce qu'à plusieurs reprises, que ce soit lors de la séance du 3 novembre dernier avec le groupe pétrolier, tous ont appelé les syndicalistes la phrase « force doit rester à la loi » est revenue une dizaine de fois. La plupart de ces responsables ont appelé les cheminots à la sagesse, au respect de la décision de justice. Mais comme je vous l'ai dit, lorsque vous décidez d'aller en aventure, on ne peut pas vous en empêcher. Maintenant, vous aurez en face de vous les réponses juridiques et judiciaires pour pouvoir et en tirer les conséquences. Mais on ne peut pas, celui qui a décidé de ne pas entendre, on ne peut pas l'obliger à entendre. Vous savez aussi que la nature a horreur du vide. La décision est rendue depuis bientôt 2 mois. Est-ce que ce n'est pas le vide qui commence à donner des idées à des gens qu'il ne faut pas? En d'autres termes, pourquoi le projet ne démarre pas? Il n'y a pas de vide. Beaucoup de gens se posent des questions. Il n'y a pas de vide. Nous avons il y a des démarches administratives qui sont en cours. Je vous ai dit que le promoteur du groupe pétrolier, le PDG du groupe pétrolier, est un gentleman. C'est un homme d'affaires qui a une carrure internationale. C'est un méthodique. Oui, et d'abord, quand vous sortez, vous avez l'habitude de faire des affaires au plan international, il y a des actes que vous êtes obligé de poser avec finesse. C'est ce qu'il est en train de faire, en écrivant, en saisissant qui de droit les autorités qu'il faut, n'est-ce pas? Ceci permettra, n'est-ce pas, de rentrer dans ces droits de la manière la plus élégante possible. Donc, il y a des choses qui se font dans l'homme que beaucoup ne voient pas, n'est-ce pas, mais qui permettront, n'est-ce pas, de conclure en ce que bientôt, nous allons pouvoir être édifiés physiquement du début du projet. Et là, on pourra dire que, bon, dans quelques mois, finalement, ça va démarrer, les travaux, et le train pourra circuler évidemment naturellement sur l'horaire nouveau. Il y a déjà les prémices de ce que les travaux sont faits se trouvent à Parakou. Il y a le port sec de Parakou où, lorsque vous y allez, vous verrez une portion de ce qui sera fait au plan national sur le corridor. Vous verrez déjà un exemplaire, un prototype déjà disponible. Il y a l'élément démonstratif. C'est pas caché. C'est pas caché. N'importe qui peut y aller voir. La première fois que je me suis au détour d'une visite à Parakou, je dis il faut que j'aille voir ça parce que je t'invite dans les médias, il faut quand même pas que voilà. Donc je suis allé personnellement sur le site. Cette histoire. Voilà, je suis allé sur le terrain, j'ai observé. Et je peux vous dire, sans être un expert de la chose, que ce que j'ai vu, c'est du beau, c'est du concret. Et ça, on peut aller voir. Et je pense que, certainement, que dans les jours à venir, les responsables, les autorités du groupe pétrolier vont permettre, n'est-ce pas, aux responsables des médias d'aller voir du visu, d'aller constater ce qui s'est passé. Parce que celui qui en a en face, ce n'est pas un petit morceau. Il a dit que lui, en Afrique, il agit comme un commando. Donc, il n'est pas exclu que certains de vos collègues, je vais parler des professionnels des médias, certains d'entre vous, continuent d'être manipulés. Vous savez que la plupart de ces organes vivent, n'est-ce pas, de retombées ou on va dire pas de la manipulation. Pas de la manipulation, mais lorsque en face de l'argent et que vous vous rappelez que vous avez des factures des factures en retard, que votre personnel, son salaire est en retard, que vous avez du mal à pouvoir répondre aux urgences de votre imprimeur et que quelqu'un vous propose de l'argent frais. Et qu'il y a du craquant et trébuchant. Oufouet Boigny a dit un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, je les vois difficilement résister à la tentation. La tentation est là. Certains. Oui, certains. Ça, évidemment, tout le monde n'est pas pareil. Donc, mais si cette action de nature a fait constater à une trentaine d'organes de presse, on les invite, on les présente le projet. Les rails, ce qui existe déjà, ce n'est pas le futur. Ce qui veut être fait, c'est déjà là. Quand ils vont observer,
et qu'une fois à Cotonou, on tente encore de les manipuler, cette fois-ci, ils diront non. Leur conscience leur parlera. Et donc, je pense que cette action de sensibilisation, de faire connaître davantage le groupe pétrolier se fera. Les voies les plus autorisées prendront les décisions qu'il faut en temps opportun. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Tout est clair. Maintenant, si quelqu'un décide d'aller à l'aventure, c'est son choix. Ben voilà, si quelqu'un va en aventure, c'est son choix. Vous l'avez dit, M. Plainvisseur, vous êtes consultant. Vous étiez sur ce plateau pour tenter quand même de repréciser un certain nombre de choses suite à cette sortie des cheminots le vendredi dernier. Certains cheminots qui trouvent autre chose qu'à la décision rendue par la Cour suprême. Et cette émission a été quand même dans l'intention et dans l'objectif d'affirmer encore ce que force devrait rester à la loi face à une décision de justice. Et donc, notre objectif, c'est tout simplement faire comprendre aux uns et aux autres ce qui doit être fait. Nous, notre objectif, et je le dis encore, c'est de préserver l'ordre public. Et l'ordre public, c'est respecter les décisions de justice. Merci, Peggy Ludovic Dagba. Je ne dirais pas comme Paulin Vissor, aller en aventure, mais je dirais plutôt pour ceux qui tentent d'affronter la République, eh bien, ils retrouveront non seulement les tests, les lois, mais tout le peuple. Tout le peuple, puisque en définitive, c'est le peuple qui a rendu la décision. Oui. Si la justice rend la décision, c'est le peuple, puisque la justice travaille pour le peuple. N'est-ce pas? C'est les mandats, les mandants, j'allais dire, du peuple. Matin d'Éden se poursuit. Nous allons retrouver dans quelques fractions de secondes Modeste de Ronde-Kondi qui nous fera du geek. Eden chez vous. Eden chez vous est une nouvelle opportunité mise à votre disposition par Eden TV pour vous permettre de mieux communiquer à moindre coût en cette période de fin d'année. Vous êtes commerçant ou commerçante, opérateurs économiques et responsables d'ONG, acteurs de la chaîne économique et du développement. Vous voulez communiquer sur vos affaires, faire profiter vos clients et partenaires de vos offres de fin d'année. Profitez de ce rendez-vous quotidien qui vous est offert par Eden TV à des tarifs défiant toute concurrence. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le 62 119 32 32. Eden TV, le bonheur d'être à vous. Communiqué de presse du comité technique du RAVIP relatif au lieu d'enrôlement. Dans le cadre des opérations d'enrôlement, le président du comité technique de pilotage du RAVIP informe les citoyens et toutes les personnes vivant au Bénin qu'ils peuvent se faire recenser partout où est disposé le matériel d'enregistrement des données prévues à cet effet et sous la conduite des agents de recensement. Par conséquent, le président du comité technique de pilotage du RAVIP invite toutes les personnes commises à l'opération de recensement à respecter ce principe et à faciliter aux citoyens la jouissance de cette mesure visant à réduire la durée d'attente des citoyens dans les centres d'enregistrement. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP en appelle au sens patriotique des citoyens et les invite à la patience pour se faire recenser dans le calme et la tranquillité. Le président du comité technique de pilotage du RAVIP, Jean Arol. Nous sommes dans Geek. On est connecté. J'espère que vous l'avez fait chez vous, à la maison et ou dans vos bureaux. Connectez-vous et cliquez Instagram si vous l'avez déjà, si vous avez déjà le logiciel installé sur votre appareil, bien évidemment. Moi, je ne l'ai pas. Donc, je reste connecté et je suis le geek. Je suis les consignes du geek. Modeste Ronde-Kondi, bonjour à vous. Bonjour Freddy Loïs d'abord, bonjour madame et messieurs. Voilà, on va parler Instagram. Instagram, et tout le monde va se connecter à Instagram et vous aussi j'espère, même si vous ne l'avez pas, c'est quelques minutes seulement. Je ne l'avais pas, je suis les consignes. Vous allez installer parce que... en tant qu'élève, voici, je pourrais réussir ce dont il sera question tout à l'heure. C'est très simple et très facile et même l'installation de l'application, ça ne va pas prendre assez de temps. Donc je suis sûr que ça va vous intéresser. Il faudrait disposer de données mobiles aussi. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'archivage des photos ou bien de vidéos sur Instagram. D'aucuns vont se demander
pourquoi archiver alors une photo ou bien une vidéo sur Instagram? Voilà. Alors c'est très simple. Si vous procédez ou bien si vous faisiez cet archivage des données, ou bien des photos ou bien des vidéos sur Instagram, c'est dans l'optique de revoir cette publication après et ne pas voir la publication dans votre fil d'actualité. Ça voudra dire quoi? Si vous vous connectez à votre profil, à votre compte Instagram, vous n'allez pas voir la publication que vous avez archivée dans votre fil d'actualité, mais il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'icône indiquée que nous allons vous montrer bien sûr au cours du développement, et vous verrez maintenant toutes ces publications, images ou vidéos que vous avez archivées. C'est un peu comme sauvegarde. Comme des archives. Voilà, tout à fait, comme son nom indique, bien sûr. Ça ne figure pas sur votre fil d'actualité. C'est bien sûr là. C'est comme si c'est dans un tout autre tiroir. Un tiroir là, si on va s'exprimer en ces termes, bien sûr. Alors, nous allons voir tout de suite comment il faut procéder pour archiver une photo ou bien une vidéo sur la plateforme sociale Instagram. C'est le plus important. Bien sûr. La procédure. Comme vous le voyez déjà à l'écran, il vous suffit de vous connecter à votre compte. Vous allez repérer l'image ou bien la vidéo que vous voulez archiver. Et comme indiqué sur cette flèche-là, vous allez voir les 3 petits points qui sont disposés verticalement là. Il vous suffit de cliquer sur ces points et vous verrez une nouvelle fenêtre s'afficher. Et c'est dans cette fenêtre-là, ça peut être n'importe quelle photo ou vidéo, c'est dans cette fenêtre que vous allez trouver l'icône de archiver. Et il vous suffit juste, comme vous allez le voir également, il vous suffit juste de cliquer cette fois-ci sur archiver. Et là, cette photo ou bien cette vidéo est enregistrée. Et ça va, dès que vous faites ça, ça va disparaître de votre fil d'actualité. Et pour revoir ça, il vous faut aller cliquer sur l'outil d'archivage que vous allez voir aussi. Cet outil, ça se trouve sous forme d'une pendule et comme d'une pendule, et il vous suffit de cliquer sur cette icône-là et vous avez accès à toutes les photos ou bien vidéos que vous aviez déjà enregistrées. Donc, un peu pour revoir à tête reposée une publication que vous avez archivée entre-temps. Donc, l'utilité ici, comme nous le disions, c'est revoir une publication à tête reposée sans pour autant encombrer votre fil d'actualité. L'archivage vous permet de libérer en quelque sorte ou bien de faire le ménage au niveau de votre fil d'actualité sans pour autant supprimer des publications. Parce que généralement, ce qu'on fait, c'est de supprimer avant que cette fonctionnalité n'apparaisse, ne vienne sur Instagram. On supprimait les publications que nous avons peut-être vues, mais que nous ne désirons plus peut-être voir tout de suite pour pouvoir voir d'autres publications. Donc, pour ne pas faire ça, c'est pour cela qu'il y a cette fonctionnalité qui nous permet d'archiver. Et après l'archivage, nous avons la possibilité de consulter après. Alors, nous n'allons pas fini sans donner quelques 3 points essentiels sur l'archivage, la procédure d'archivage sur Instagram, des photos et vidéos. Il faut noter que vous ne pouvez qu'archiver qu'une seule image ou une vidéo à la fois. Ce qui voudra dire quoi? Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs photos ou vidéos et archiver à la fois. C'est une seule action que vous pouvez exécuter. Aussi, sur les images que vous archivez sur Instagram, c'est vous seul qui allez voir ça. C'est-à-dire que ce n'est plus disponible pour le public. C'est-à-dire, vous archivez cette photo, par exemple. Si moi, je consulte votre profil, je ne peux plus accéder à cette publication parce que vous l'avez déjà archivée. Voilà, donc c'est uniquement réservé à vous. C'est vous seul qui allez pouvoir voir ça, même pas sur votre profil, mais dans le dossier mes archives sur Instagram. Aussi, les archives que vous souhaitez éliminer, par exemple, ou bien que vous avez déjà vues, vous pouvez toutefois les enlever du dossier archivage et puis c'est ainsi que vous allez pouvoir réaliser l'archivage des publications, des anciennes publications sur Instagram, bien sûr. Tout ça là, c'est des archives que l'utilisateur a déjà fait. Et pour revoir ça, comme l'indiquait la flèche, il vous suffit juste de cliquer sur l'outil en forme de pendule là. Et merci, puis vous avez accès Modeste Kondji. Alors, les dossiers archivés se retrouvent où sur notre disque? Oh, pas du tout. C'est sur la plateforme. C'est sur la plateforme. Oui. Merci. Sur la plateforme, bonne journée à vous. On vous retrouve vendredi. Le risque toujours dans la quête d'espace sur son téléphone. Vendredi, bien sûr, vendredi, notre numéro. Pour d'autres astuces tout aussi intéressantes que celles partagées ce matin.
On retrouve juste après vous, je dirais, le chansonnetier maison, Maury Arnaud Agua. Bonjour Maury. Bonjour Freddy Loïs d'abord, bonjour à Modeste Ondekondi et bonjour aux téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Dieu sait combien de fois ils sont nombreux. Très bien. Alors, qui a fait l'exercice ce matin? Aujourd'hui, nous irons du côté de Porte-Novo. C'est un guérisseur traditionnel très connu. Il a un nom Titi Layo. Quand on dit Titi Layo, automatiquement, on sait de qui on parle. Et c'est lui qui a poussé la chansonnette. Il a chanté une chanson, il a repris une partie d'une chanson de Adjahoui. Adjahoui, vous le connaissez bien. C'est un monument de la chanson traditionnelle béninoise et il est décédé, ça fait 21 ans maintenant. Merci de le recevoir chez vous. Ajoto fingugan ohome anano do hohun ayonu gugan wa tonu doro ayendomo ayonu vise be nawa gugan wa tonu doro yema ayendomo ayonu vise won irawa nunde utu mawe yen doji hadomo yemrondo kole timbron jagbanya gbere mere mrondo kole timbron jagbanya gbere dẹpẹ agbẹja grosu rẹ wẹ sí àwọn ṣe mí lẹ ké hamboja ní mẹrẹmọ mi àhẹrù máa wẹ yẹn náà sa. Quand dit Adjoto Fingugara, ça veut dire que un voleur qui vole Gougan, un tam-tam des Yoruba, c'est ça qu'on appelle Gangan. Où peut-il jouer? Peut-il jouer ça? Quand les Yoruba vont entendre, ils vont sortir que le tam-tam qui sonne là, j'irai voir d'abord si c'est pour moi ou pas. Donc, il a chanté à peu près cela. Adjoto Fingugan, home anano do hohun loya, ayonu gugan wa tonu doro, ayendomo ayonu vise be nawa, nde utuma we yen doji handomo. Oye mrondo kole timbron jagbanya gbere omende mrondo kole timbron jagbanya gbere dẹpẹ agbeja grosu le we sian foze mileke hamboja ni moremo mi aheru mawe yenosa. Pousser la chansonnette sur Eden TV et Diaspora FM, c'est génial. Yes! On parle maintenant de la chanson. Arnaud Maury Agua. Oui, Freddy Loïs d'abord, c'est moi. Pour la chansonnette. Restez, poursuivre maintenant je dirais le nom de votre rubrique. Le nom que comporte votre rubrique. Votre rubrique chansonnette. Voilà. D'accord. Okay. Tout ça, c'est pour m'annoncer, c'est ça? Non, pas vous. La rubrique. La rubrique? Oui. Parce qu'elle peut se faire sans moi. Bon. Bonjour à vous, chers amis auditeurs. Bonjour à nos amis téléspectateurs aussi de Diaspora FM et d'Eden TV évidemment. Bonjour Loïs Freddy Davo. Bonjour Maury Agua. La chanson du jour, c'est ce que vous voulez? Oui. Vous voulez que je vous en parle? Oui. D'accord, je vous en parle. Je vous parle en fait de... nous sommes lundi, donc on fait évidemment dans du gospel. On va parler d'une artiste qui très tôt a fait vraiment rêver. Vous avez bien fait de corriger. Rêver, bien sûr. Parce qu'elle est plus si jeune que ça maintenant. Avec plusieurs galons d'ailleurs déjà. Encore qu'elle n'est pas plus jeune que vous. Bien sûr. Au début d'ailleurs, donc, elle a vraiment fait rêver tout un peuple. Je pense qu'elle avait à peine 4 ans. Et elle continue de nous faire rêver. 86 plus précisément. Raison de plus d'ailleurs pour dire qu'elle n'est pas du tout, voilà. Elle et moi, bon voilà. Donc, votre grande sœur, bon, voilà. si vous tenez à la précision. On se rappelle bien sûr, c'était lors de ce challenge organisé par l'UNESCO à Cotonou. C'est donc en 86, elle a fait arriver tout le peuple béninois. Après, bien sûr, sa carrière qui a continué avec des sorties d'albums, sorties de singles par-ci par-là. Elle a d'ailleurs célébré, je pense, ses 30 ans de carrière récemment. On a déjà parlé d'elle sur ce plateau. Elle fait dans du gospel, quand j'ai fini de dire tout ça, quand j'ai fini de dire qu'elle est mariée à un Haïtien,
Et je pense qu'il y a haïtiens, messieurs, qui sont d'ailleurs donc rentrés entre-temps. Vous voyez que je parle de Anateco. Anateco qui nous propose ce matin sur Matin d'Éden un clip dans lequel elle appelle à la croyance en l'Église, si on peut le dire ainsi. Yiseno, Dotu. Voici Anateco. Dotu, yeah, oh Yiseno, comme l'envie qui nous demande de résumer l'émission à répéter ce clip. D'accord, on ne le fera pas. C'est sûr qu'il a aimé, aimé donc le clip, aimé le message aussi donc passé à travers cette chanson, aimer la voix, aimer le talent. C'est vrai qu'il partage d'autres idéaux avec l'artiste. Pour pas dire idéologie, voilà. avec l'artiste, ça se comprend. C'est pas Didier Guédou qui me dirait le contraire. C'est pas Corneille Aïssé aussi qui me dirait le contraire. Je suis votre regard. Et on se comprend à demi-mot. C'était Anateco donc pour le titre Yiseno, chers amis, pour coller avec ce qu'on fait d'habitude tous les lundis par ici. C'est du gospel. Et en fin d'émission, Loris Freddy d'abord, j'en parle rapidement. On va pouvoir suivre ce clip enfin, en espérant évidemment que ça puisse vraiment être suivi aujourd'hui parce que le temps aussi est assez vite parti, si on peut le dire. Ce sera donc Mike Kalambé qu'on avait promis le lundi dernier pour le titre J'ai raison. J'ai raison en fait d'avoir cru en Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est vrai. Ahmed Aripa, merci. C'est moi. Les auditeurs vous attendent dans une trentaine de minutes sur la 102.3. Nous sommes lundi et le lundi sur la Musicale Info, c'est M. Ben Alingo qu'on reçoit en studio et on parle astrologie avec lui. Donc soyez là. La lecture des positions des planètes, des astres
et leur influence sur notre personnage, notre quotidien, bien évidemment. Ça s'appelle de l'astrologie. Bonne journée à vous. Merci. Et à demain, demain pour ce même exercice. Carlo François est installé. La revue Inter. Nouvelle semaine de travail. Bienvenue à tous dans ce premier numéro de la revue internationale sur Eden Télévision. Nous démarrons par la plateforme Le Monde d'Afrique qui nous parle de ce qu'il faut retenir du discours de Robert Mugabe, le président sous pression du Zimbabwe. Alors qu'une procédure de destitution devrait être engagée à son encontre, le plus vieux dirigeant du monde n'a pas annoncé son départ au cours d'une longue allocution télévisée. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, n'a pas renoncé au pouvoir dimanche 19 novembre malgré la pression de ses opposants. Il a tenu un discours de 28 minutes depuis son palais présidentiel dans lequel il a mentionné des désaccords et présenté des réformes. Son propre parti, la ZANU-PF, l'a exclu dimanche et a menacé d'enclencher une procédure de destitution dès lundi. Toujours par rapport à cette actualité au Zimbabwe, la Ligue des jeunes de la ZANU-PF exige la démission de Mugabe. L'influente Ligue des jeunes de la ZANU-PF, la formation politique au pouvoir au Zimbabwe, a appelé dimanche le chef de l'État, Robert Mugabe, à démissionner de la présidence du pays et demander l'expulsion de son épouse grâce du parti. On va quitter le Zimbabwe, mesdames et messieurs, pour nous intéressé à cette actualité. De l'autre côté de Libye, vente de migrants en Libye, le gouvernement de Tripoli promet une enquête. C'est le titre de la plateforme de Radio France Internationale. La chaîne CNN a diffusé le 14 novembre une vidéo montrant des migrants noirs être vendus aux enchères pour 340 € dans un quartier sud de Tripoli. La diffusion a provoqué l'émoi dans le monde entier, sous pression notamment international. Le gouvernement basé à Tripoli a dû intervenir et a promis l'ouverture d'une enquête. Ça se poursuit, les différentes informations pour vous dans cette revue internationale. Et nous irons maintenant avec le Monde Afrique au Maroc pour nous intéresser par rapport à cette actualité. Le Monde Afrique qui titre satellite marocain en orbite, un lancement secret qui l'engin doté de très haute performance d'observation a été envoyé dans l'espace. Depuis Kourou en Guyane, l'Espagne et l'Algérie sont sur le qui-vive. Toujours au Maroc, on parle du parti du progrès et du socialisme, gouverner ou mourir. C'est le titre de Jeune Afrique pour vous. Aujourd'hui, Maroc au parti du progrès et du socialisme, gouverner ou mourir. Durement touché par les sanctions royales, l'ex-parti communiste a décidé malgré tout de rester dans la coalition gouvernementale. On va s'intéresser pêle-mêle aux informations en Afrique et par rapport à la traite des migrants, le coup de gueule de Alpha Blondy qui intervient après le président de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, qui a exprimé son indignation et celle de l'institution par rapport à cet état de choses, la traite des migrants dans Libye. Merci donc à toutes et à tous de votre attention. Ça n'est donc fini pour le premier numéro de la revue internationale sur Eden Télévision pour le compte de cette semaine. Nous vous souhaitons de passer une très très bonne semaine en compagnie des programmes de la télévision. Très bonne journée à vous.
le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Les clés du monde, maintenant, avec James William Bagidi. Bonjour James. Bonjour à vous Loris, Freddy Davo et bonjour à tous les amis téléspectateurs. On repart au Zimbabwe. Oui, on y retourne et aussi avec les amis auditeurs que je ne vais pas oser oublier. D'accord. Alors, le dernier combat de Robert Mugabe. Les militaires zimbabwéens, de même que les caciques de son parti, lui ont indiqué la porte de sortie. Mais il semble que le président Robert Mugabe ne soit pas encore prêt à se plier à leurs injonctions. James William Bagidi, dites-moi, pourquoi les militaires zimbabwéens optent pour la méthode douce? Vous voulez dire que, à votre entendement, on aurait pu le dégager simplement comme d'autres coups d'État ont pu se faire? Pourquoi ne le font-ils pas comme ailleurs? Vous savez, la situation au Zimbabwe aujourd'hui, je ne dirais même pas la situation de l'Afrique en général aujourd'hui, et l'image que présentent les coups d'État, les prises de pouvoir par la force, est une image assez désastreuse pour que, je pense, les militaires zimbabwéens n'aient pas l'intention d'aller vers cette ligne de conduite. Commençons déjà par rappeler brièvement les événements qui se sont produits dans ce pays. Pour nous rafraîchir la mémoire. Oui, pour nous rafraîchir la mémoire. On se souvient, il y a quelques semaines, le vice-président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a été destitué de son poste de vice-président et exclu du parti, la ZANU-PF, pour, dit-on, avoir manqué de respect à l'épouse du chef de l'État zimbabwéen, Grace Mugabe. Alors à partir de ce moment, c'est un bras de fer qui s'est enclenché avec les anciens du parti et bien sûr le président Robert Mugabe, qui a estimé que les ambitions de son épouse pour lui succéder étaient plus légitimes que celles de celui qui, à ses côtés, avait conduit la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe, en l'occurrence Emerson Mnangagwa. Alors, quand Mnangagwa a été exclu du parti et exclu destitué de son poste de vice-président du Zimbabwe, il a tout simplement pris ses clics et claques pour se réfugier à l'extérieur du pays. On a parlé de l'Afrique du Sud, on a parlé de la Chine, etc. En tout cas, il est parti à l'extérieur. Et puis, le chef d'état-major de l'armée a signifié au président de la République, Robert Mugabe, sa désapprobation de la politique qui consiste à décapiter les cadres du parti qui apparaissent comme étant plus ou moins des entraves aux ambitions politiques de Grace Mugabe, épouse. Les potentiels dauphins. Oui, les potentiels dauphins. On se souvient, il y a quelques années, c'était une vice-présidente, Grace Mujuru. Il y avait eu d'autres personnalités d'une certaine envergure autour du chef de l'État. Mais Emerson Mnangagwa, qui était vraiment le plus proche collaborateur de Robert Mugabe, n'avait jamais subi une telle humiliation, et il a fallu donc que Grace Mugabe précise ses ambitions pour que Nelson Mnangagwa soit donc destitué de son poste de vice-président et qu'il voit ses ambitions s'amoindrir. Et si les choses devaient continuer ainsi, on aurait pu donc assister à une succession familiale à la tête du Zimbabwe, ce que l'armée n'a pas accepté. On se souvient donc que l'armée a décidé dans la nuit de jeudi à vendredi, de mercredi à jeudi dernier, donc, de s'emparer du président Robert Mugabe, de retenir prisonniers quelques leaders, et prétendant surtout avoir agi pour assainir l'environnement du chef de l'État, mais pas pour commettre un coup d'État, justement. Et donc, Robert Mugabe a été appelé depuis lors à démissionner. Les choses sont précipitées ces derniers jours quand au niveau de l'armée, il a été demandé au président Mugabe de procéder lui-même, d'enterrer lui-même sa propre démission. Et puis, hier, plus précisément, le parti au pouvoir s'est réuni en grand comité et il a été décidé que Robert Mugabe était déchu de son poste de premier secrétaire du parti, qui lui octroie donc la place de président de la République, et il devait également céder ce fauteuil de chef
de l'État du Zimbabwe. C'est ce que Robert Mugabe n'a pas été capable de faire hier soir, ou du moins ce que Robert Mugabe s'est refusé à faire hier soir. Il était attendu de sa part à l'occasion de ce discours, au cours duquel il était entouré. On et là, va peut-être le voir sur les images. Entérine son départ. Tout à fait. Et il était entouré des principaux généraux, notamment le général Chiwenga, qui est vraiment le chef d'état-major de l'armée, celui qui a conduit toute cette opération, qui était tout près de lui. Et on ne pouvait pas s'imaginer que dans cette situation où il apparaît un peu comme avec un fusil sur la tempe, Robert Mugabe puisse encore donner une opinion qui était totalement le contraire de ce que l'on s'attendait à ce que. Il reste encore très optimiste. Mais il a dit qu'il sera à la tête du parti jusqu'au congrès qui aura lieu dans un mois au moins. Et donc, qu'il va conduire le congrès. Il n'entend pas que ce congrès soit l'objet de tentatives de déstabilisation. Et c'est ce qu'il a dit. Il a annoncé des réformes au niveau du parti, au niveau de l'État. Et donc, Robert Mugabe veut rester maître du jeu. Et si vous demandez, alors la question que vous avez posée, c'est de savoir pourquoi l'armée ne procède pas tout simplement à une élimination, d'un coup d'État tout simplement comme on l'a vu dans bien d'autres pays, mais c'est simplement parce qu'aujourd'hui les coups d'État ont très mauvaise presse et puis le Zimbabwe se porte trop mal pour subir les conséquences d'un coup d'État politique, parce que les conséquences ne sont pas seulement intérieures, il y aura forcément une instabilité intérieure qui va engendrer un peu plus d'inflation, qui va aggraver la situation économique du pays, mais il y aura des sanctions extérieures, ces sanctions vont venir de l'ONU, vont venir de l'Union africaine. Vous savez, la charte de l'Union africaine est très très sévère sur les coups d'État aujourd'hui. Tout changement anticonstitutionnel est suivi d'exclusion du pays de l'institution suprême africaine avec une mise au banc carrément de la société, de l'Union africaine, et ainsi plusieurs États au niveau de la planète, des bailleurs de fonds, réduisent leur aide, sinon même suppriment leur aide. L'Union européenne, États-Unis, etc. C'est le genre de choses que le Zimbabwe ne saurait. Ce qui explique la méthode douce. Oui, c'est ce qui explique la méthode douce. Sinon, on aurait déjà dégagé Robert Mugabe, comme on a vu. Alors, on a failli le voir ces derniers temps. Quel avenir pour Robert Mugabe dans ces circonstances? L'avenir de Robert Mugabe est quand même, je vais dire, globalement scellé. Je vais dire scellé à 90%. L'homme a peut-être encore 10% de chances de se maintenir parce que ce discours qu'il vient de tenir, qui n'a pas été apprécié par les Zimbabwéens, il faut, peu s'en faut, ce discours pourrait peut-être lui permettre encore de jouer quelques cartes. Mais il me semble bien qu'avec la procédure de destitution qui a été initiée au niveau du Parlement, dès aujourd'hui, qui est en train d'être initié au niveau du Parlement, Robert Mugabe n'a plus d'autre choix désormais que de quitter le pays, puisque déjà le parti ayant entériné son exclusion à lui, son exclusion de son épouse, c'est-à-dire les personnes qui sont à l'origine du problème, et le retour en grâce de Emmerson Mnangagwa, qui est probablement déjà rentré au Zimbabwe, ou en tout cas qui est sur le point. Il a annoncé en tout cas qu'il va le faire. Et donc, l'avenir de Robert Mugabe s'écrit désormais en très petit pointillé. Il est sur le point donc de quitter. Oui, il va quitter le pouvoir, malheureusement pour lui. Il cherche peut-être aujourd'hui une porte de sortie honorable, celle qui glorifie son passé, puisqu'il reste éperdument dans ce passé glorieux qui fut celui de la lutte pour l'indépendance. Malheureusement pour lui, les leaders même de cette lutte pour l'indépendance, les caciques de cette lutte pour l'indépendance, ont décidé qu'il doit partir, qu'il doit quitter le pouvoir, parce que justement, il aura, entre guillemets, trahi leur cause en décidant de confier le pouvoir, non pas à l'un d'entre eux, comme ils se sont toujours entendus pour le faire, mais à son épouse, qui n'a aucun mérite, selon cette dernière, dans l'indépendance que le pays a pu obtenir en 1980. James, est-ce qu'on peut se permettre peut-être le difficile exercice de voir les mains d'Emmerson Mnangagwa dans la fin de l'histoire, Robert Mugabe? Je ne vois pas en quoi l'exercice est difficile. Emmerson Mnangagwa a été à la manœuvre dans cette fin de règne de Robert Mugabe qui se dessine désormais. Emmerson Mnangagwa, dès qu'il est parti, il a fallu seulement attendre le lendemain de son exclusion pour que le chef d'état-major de l'armée de Zimbabwe se prononce contre cette exclusion, que les anciens, l'association des vétérans de la guerre civile, de la guerre d'indépendance, se prononce
contre son exclusion, c'est-à-dire il apparaissait véritablement comme le dauphin naturel, et pas seulement parce que Mugabe l'a choisi, mais parce qu'il a contribué à cette lutte pour l'indépendance et qu'il était vraiment parmi les plus actifs au moment de cette guerre donc, que les Zimbabwéens noirs ont remporté contre ceux blancs qui avaient un peu instauré une forme d'apartheid dans le pays, semblable à celui qui sévissait en Afrique du Sud. Et donc Emmerson Mnangagwa, même s'il n'a pas donné des ordres, c'est lui le principal bénéficiaire de tout ce qui est arrivé. Il vient d'être restauré dans ses fonctions de vice-président et naturellement, dès que le président aura démissionné, c'est lui qui va assurer l'intérim jusqu'à ce que les élections de 2018 soient organisées afin que la succession de Robert Mugabe puisse être désormais décidée. Et à ce niveau-là, il n'y a aucun doute que Emmerson Mnangagwa a de fortes chances d'emporter cette élection présidentielle avec bien sûr le soutien qui ne dit pas son nom de l'armée zimbabwéenne. James, il se peut que je revienne encore à vous, pas dans les clés du monde, mais pour vous inviter dans le tout nouveau marché moderne de vente des esclaves en Libye. Faisons d'abord du sport. Le sport. Et oui, il y est. Bonjour Polycarpe. Bonjour Loris et bonjour à tous. Et il sera question que du foot. Évidemment, ce matin. Loris, bien sûr. Mais pas au Bénin, en Europe. D'une manière ou d'une autre. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi, Loris. Alors, Ligue 1, pour commencer. Oui, Loris, on va donc évoquer les derniers championnats, ou du moins les derniers matchs des championnats européens. On fait donc le tour, comme on a pris l'habitude de le faire les lundis matins, en commençant évidemment par parler de la Ligue 1, le championnat français de première division. On évoque donc les derniers matchs, telle cette rencontre PSG-Nantes, rencontre remportée, évidemment, et sans surprise par le PSG, score 4-1, dont un doublé d'Edison Cavani, un buteur uruguayen heureux de contribuer chaque fois au succès de sa formation, Edison Cavani, qui a aussi démenti les rumeurs relatives aux tensions qui existeraient entre lui et Neymar. Et puis dans l'extrait d'interview que je vous propose d'écouter, vous allez aussi entendre d'autres footballeurs du PSG, Marquinhos, Javier Pastore, et qui mettent l'accent sur l'importance du footballeur dans le groupe parisien. On écoute. Je suis content pour ça, parce que c'est la manière de donner à mon équipe le maximum. Et je pense que comme attaquant, c'est ça que tu veux donner à ton équipe. Alors c'est pour ça que je suis content. Les rumeurs, ils sont toujours, je pense, l'ambiance du football. Mais c'est important de voir ce qui parle et qui dit de les rumeurs. Peut-être c'est vous, les journalistes, qui peut-être mis des paroles, des choses qui ne sont pas vraies. Et après ça, ils commencent à faire toute l'histoire et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors c'est normal qu'après, dans le vestiaire, ils sont des joueurs qui sont différents, ils sont des joueurs qui ont la culture différente. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous amis, mais le football, la chose importante, c'est sortir sur le terrain et donner le 100%. C'est un joueur toujours important parce qu'il peut faire une action et il est décisif. Le plus important, c'est quand l'équipe n'arrive pas à marquer, lui fait une action, il marque. Alors on lui va donner toute la confiance toujours, comme ça il se sent bien dans l'équipe et il va continuer à jouer bien. C'est impressionnant, tout le monde est content. Voilà, quand il marque, il nous aide beaucoup sur le terrain. Voilà, ça fait plaisir parce que voilà, quand il marque, il nous tranquillise derrière. Et même le match, il nous a tranquillisés. Alors, il répond toujours présent. C'est quelqu'un de très important dans notre équipe. Avec son dernier succès, le PSG conforte dans sa première place, donc celle de leader de la Ligue 1 française avec ses 34 points. Troisième, Lyon qui a 26 points. Lyon qui a fait match avec Montpellier d'un certain Stéphane Sessegnon, un Béninois. Voilà donc pourquoi il disait qu'il n'y aura quand même pas
de Béninois dans cette présentation. C'est celui qui n'a donc pas disputé ce match. Bon à savoir aussi le match de Bordeaux face à Marseille, un but partout. Direction l'Angleterre pour mettre l'accent maintenant sur la 12e journée de Première Ligue. 12e journée marquée par le succès de Man U, 4-1 face à Newcastle. 12e journée marquée également par le retour d'un certain Paul Pogba qui était blessé, qui donc revient de blessure, qui a aussi, ou plutôt qui a inscrit l'un des buts donc, de la formation mancunienne. Retour à la compétition également pour un certain Ibrahimovic qui est entré à la 77e minute de jeu. Mais dans cette rencontre remportée par Man U, les Red Devils ont bien failli voir du rouge puisque c'est Newcastle qui a ouvert le score avant les 4 réalisations mancuniennes. Cela, Mourinho, l'entraîneur de Man U, ne l'a pas oublié au moment d'évoquer la rencontre qui opposait sa formation et celle de Newcastle. On va aussi entendre Rafa Benitez, l'entraîneur de Newcastle. On n'a pas bien commencé, mais je ne blâme pas mes joueurs. Je blâme dans un sens positif Benitez. Beaucoup d'expérience et très intelligent. L'équipe était très bien organisée, ils ont bien commencé, nous ont créé des problèmes. On ne pouvait pas jouer et en même temps, ils nous posaient problème dans nos zones défensives. Mais le but nous a servi de réveil et l'équipe a très bien réagi et très fortement. Je pense au bon leadership de Paul et Nemanja dans cette zone. Et après, on a commencé à produire et bien sûr, marquer en première période était très important parce que ça a enlevé la pression de courir derrière le score en jouant à la maison. Bien en première période, pendant 30 minutes, tout allait bien, on travaillait dur, on avait une idée claire de quoi faire. On le faisait bien et on a concédé un but et le deuxième but a fait la différence au niveau du mental. Nous avons eu une chance avec Hayden, ensuite on n'a pas pu marquer. La deuxième période était beaucoup plus difficile parce que la conviction que nous avions en première période et la garder jusqu'à la fin, ça dépend des buts. Ensuite, on prend un troisième but, c'était un match totalement différent. Vous voyez la différence en termes d'argent dépensé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on ne savait pas. Nous savions qu'il y avait une grande différence entre les deux équipes, mais je suis quand même vraiment satisfait de notre performance les 30 premières minutes. Autre résultat de la 12e journée de Première Ligue, le succès de Man City, 0-2 à Leicester. Man City, solide leader de Première Ligue grâce à ses 34 points, suit Man U avec 26 points, donc deuxième en Espagne. L'écart est de plus en plus important en termes de points entre les deux clubs rivaux, le Barça et puis le Real Madrid, deux formations qui ont connu différents parcours. À l'occasion donc de la 12e journée de la Liga espagnole, le Barça a remporté sa rencontre 0-3 à Leganés. Quant au Real, Madrid l'a fait match nul dans le derby madrilène, 0 but partout face à l'Atlético Madrid. On va refermer maintenant ce dossier des championnats européens avec un mot de la Serie A italienne, la 13e journée, et surtout ce derby remporté par l'AS Roma face à la Lazio de Rome, 2-1. Je parlais donc de ce derby remporté par l'AS Roma, 2-1. On va maintenant écouter les entraîneurs des deux formations, Eusebio Di Francesco pour ce qui concerne l'AS Roma et Simone Inzaghi pour ce qui concerne la Lazio Rome. La Lazio est une équipe très difficile à affronter car elle a cette capacité à se défendre avec de nombreux joueurs, mais aussi les jambes pour repartir en contre. Elle a cette idée d'aller toujours jouer chez l'adversaire. Ce soir, je dois dire, on a vraiment très bien travaillé car on leur a concédé presque rien en contre. C'est une équipe qui a mis tout le monde en grande difficulté. Elle sortait d'une série de 10 victoires consécutives, ce qui est loin d'être un hasard. Pour moi, elle peut créer des problèmes à nombre d'équipes. Je pense que le travail que l'on réalise doit nous donner une grande confiance en nos capacités. Il faut continuer à travailler avec humilité. C'est comme cela que l'équipe pourra avoir des ambitions importantes. Il ne faut pas perdre cette mentalité. Aujourd'hui, on a gagné de façon méritée, selon moi, car on a fait la rencontre que l'on devait faire. On a commis 2 erreurs individuelles et les derbys, 9 fois sur 10, sont déterminés par ces erreurs-là. Et ce soir, avec de telles erreurs, tu perds le derby.
La Roma s'est fermée en passant à une défense à 5. Elle a fermé les espaces, elle a défendu comme elle devait le faire et nous n'avons pas réussi à marquer le but du 2-2. C'est normal que l'on soit déçu. Je pense à mes joueurs et surtout à nos supporters qui, encore ce soir, ont été extraordinaires. Mais il faudra savoir aller de l'avant. Cela ne sera pas facile. On a connu cela l'an dernier et il faudra repartir du bon pied dès jeudi contre le Vitesse Arnhem. Vous avez reconnu à la traduction, c'était Ahmed Arikba, polyglotte d'un matin, Loris, qui parlait très bien anglais et italien ce matin, ou qui parle très bien anglais et italien. Donc merci donc à Ahmed Arikba. À propos donc de la Série A et surtout de l'AS Rome, on dit que le club est 4e avec 30 points, derrière Naples qui est leader avec 35 points, Loris. Oui, Julie Gaël, à suivre l'évolution des choses dans la Première Ligue, je commence pas à croire que Pep a quelque chose dans la tête. Non, il a souvent montré, notamment dans les différents championnats qu'il a eu à disputer avec le Barça, lorsqu'il a dominé à un moment donné, parfois sans partager le championnat, remportant plusieurs compétitions, notamment la Liga, la Ligue des Champions et aussi la Coupe du Roi. Pareil en Allemagne, sauf qu'avec le Bayern Munich qui n'a jamais réussi à remporter la Ligue des Champions, ce qui était l'objectif prioritaire pour le club. En Angleterre, il a, me semble-t-il, le temps de s'adapter au championnat la saison dernière. Et cette année, il apporte la preuve qu'il faudra compter avec lui. Mais ce qui est aussi intéressant avec la Première Ligue, c'est un championnat extrêmement imprévisible. Des succès inattendus peuvent arriver à n'importe quelle formation et n'importe quel club peut se faire battre par n'importe quelle autre formation. Donc c'est ce qui est intéressant avec le championnat d'Angleterre. Mais nous ne sommes qu'à la 13e journée. Évidemment, il y aura des confrontations entre les meilleures équipes de ce qu'on appelle généralement le Big Four, le Big Five. Sauf que pour le moment, il a quand même déjà pris une certaine avance sur ces différentes formations et on ne sait pas là où il va s'arrêter. Mais je compte évidemment sur les autres entraîneurs, Mourinho, Klopp de Liverpool et aussi Pochettino de Tottenham pour essayer quand même de barrer la route à Pep Guardiola. Et ce qui tombe bien sous le sens ici est que Pep est capable de perturber Mourinho, quel que soit le championnat. Absolument. Il a aussi prouvé, lorsque les deux se retrouvaient du côté de l'Espagne, l'un entraîneur du Barça et l'autre entraîneur du Real Madrid, on a vu comment cela s'était passé par le passé. De la musique maintenant, le hit NTR, c'est Mike Kalamba qui a signé. Il dit avoir raison, c'est le titre du morceau. Il est en featuring avec Michael Bakenda. J'ai raison de te suivre partout où tu iras. J'ai raison de m'accrocher à toi. Dans ma vie sur la terre, seule ta grâce me suffit. J'ai raison de m'accrocher à toi. Dans mes combats, mon Jésus, tu prends toujours les devants. J'ai raison de m'accrocher à toi. Seigneur, j'ai raison. Jésus, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Même quand tout le monde m'abandonne, tu m'apportes ton secours. Même dans ma solitude, je te sens à mes côtés. Tes promesses me rassurent. Toi qui n'as jamais menti, ton amour et tes bontés créent toi dans ma vie. Seigneur, j'ai raison. Papa, j'ai raison. Mon Dieu, j'ai raison. Jésus, j'ai raison. Là où tu te caches, je te suivrai. Même si tu te fâches, je m'accrocherai. Atoboinga, nakolanda yo. Nakotinga mayo lokola sanzo. Seigneur, je
Ekatinga maloba na monoko papa. Nasilisaki opeso merci te. Merci te. Sambo bakiselinga lisusu. Bakiselinga lisusu. Ah oui, c'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Rendez-vous demain. Avec James, je puis déjà vendre le secret sans sa permission. Nous irons au marché de vente des hommes. Je ne les appelle pas des esclaves parce qu'ils ne le sont pas. Nous serons demain en Libye avec vous, James, n'est-ce pas? Absolument. À demain donc. Et passez une excellente journée à suivre nos programmes. À demain.